Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Radio Libre en Périgord pour un nouveau direct ce soir, un nouveau direct Famille, Justice, Enfance. Famille, Justice, Enfance, c'est votre émission, l'étude sociologique de la famille contemporaine, de la parentalité, de la protection de l'enfance et ce soir de la parentalité avec le handicap. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un enfant handicapé? Nous allons en parler ce soir avec une figure des réseaux sociaux, de l'internet. Nous avons le responsable, le créateur de la chaîne Juste Papa, Cédric Plessy. Cédric, tu es là? Bonjour, merci, bonjour Stéphane, bien sûr. Ouais, merci Cédric d'avoir nous consacré un petit peu de temps là sur RLP 102.3. Alors déjà toi, on s'était rencontrés à l'époque. Alors pour tout l'historique de notre histoire à tous les deux, j'avais trouvé un morceau de musique sur internet qui s'appelait Nono, et j'avais trouvé ça génial. C'était vraiment j'avais trouvé ça c'est un cri d'amour d'un père pour son gamin. J'avais adoré, je l'avais passé, j'étais dit mais qui c'est qui a fait ce truc là et tout, et c'est comme ça que je t'avais trouvé, qu'on s'était rencontrés, je crois, à l'époque d'ailleurs, non? Ouais, c'est exactement comme ça qu'on a commencé, toi et moi, notre petite aventure. C'était le Nono, effectivement, que j'ai écrit avec Tarzan et qui a été enregistré dans un studio dans le 93. Et effectivement, une épopée. Et mon Nono, c'est clair que n'hésite pas à le passer, en tout cas dans ta radio. Et un grand merci encore à toi. Non, c'était bien, c'était vraiment bien. Puis après, tu as lancé cette chaîne qui s'appelle Juste Papa, où tu as fait ton petit effet quand même, où tu as un bon nombre d'auditeurs. Tiens, explique-nous rapidement, qu'est-ce que c'est que cette chaîne YouTube Juste Papa? Qu'est-ce que vous y faites? Depuis quand elle existe? Alors, la chaîne YouTube vient de fêter ses 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Anciennement, moi, j'ai fait les mêmes écoles que toi. J'ai commencé avec SOS Papa à faire des permanences, comme c'était mon sauf que moi, je me suis démarqué assez rapidement, tandis que toi, tu y es resté. Mais bon, passons, continuons. Ouais, moi, je suis devenu délégué pour le Val d'Oise. Le confinement arrive, on se pose la question. L'association nationale, ils n'étaient pas prêts tout de suite à se lancer sur les réseaux sociaux, en tout cas avec ma façon de faire. Donc je lance j'ai fait mes écoles chez SOS Papa. Dis-le. Tu voulais faire des choses, ça avançait pas, donc tu allais le faire toi-même. Ouais, et puis non mais tu sais, parce qu'on a tous fait comme ça en fait, le mec de Dijon, moi. C'est une question de conjoncture, on a tous fait comme ça. Et moi je suis pas là pour tirer sur l'ambulance ou dire non. Maintenant j'ai 40 ans et je fais un point, de tout ça et je me dis que on a cru être la fève de la galette, en fait on était le dindon de la farce. Et que ça soit dans nos vies associatives que comme dans nos procédures. Je pense qu'on est des tout petits gens et faut rester à notre place de petits gens. Oui, enfin, ta chaîne YouTube, là, qui a un logo avec la main, là, sur fond bleu, je crois qu'il y a du monde aujourd'hui dessus, quand même. Alors, on est plus de 8000, effectivement, merci Stéphane. Alors, on est plus de 8000 et même tes auditeurs, n'hésitez pas, YouTube, Juste Papa. Nous avons lancé actuellement une pétition où on demande une journée nationale contre la non-représentation d'enfants. Il y a des chiffres, mais je t'avoue que je suis dans ma voiture devant la maison, parce qu'à la maison, nous, on a 5 personnes et c'est une totale ébullition. Mais tout est bien détaillé sur la pétition. Elle a été déposée à l'Assemblée nationale. On en est à plus de 600 signatures. On aimerait être beaucoup plus haut, mais on la porte et on continue à la promouvoir. Et puis voilà. Alors, la non-représentation d'enfants, on va expliquer aux gens, aux non-néophytes, aux néophytes, pardon, à ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui ont jamais pris ça dans la tronche, en fait. C'est quand tu as un jugement qui te dit que tu peux avoir tes enfants un week-end sur 2, par exemple, la moitié des vacances scolaires, et puis que tu arrives un samedi matin, comme prévu, et on te le donne pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, et parfois, même tu fais des kilomètres, tu vas à l'autre bout de la France parce que c'est les vacances et tout, et l'enfant, on te le donne pas. Et puis tu as un jugement disant que tu as le droit de le voir et tu le vois pas. Et parfois, ça peut durer super longtemps parce que la justice, ça met du temps à réagir. Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il y a une rupture de lien et ton gamin, tu le vois pas durant super longtemps parce que l'autre parent qui est censé te le donner, te le donne pas. Et après, il va expliquer, parfois, tu vois, l'enfant, il est monté, il est expliqué, ça peut donner lieu à des changements de comportement, ce qu'on appelle la suggestion, de l'emprise. Nous, on appelle ça torture psychologique et autres, mais la non-représentation d'enfants, c'est quand tu as un jugement qui dit que tu as le droit d'avoir ton fils ou ta fille pour ce week-end ou pour les vacances, et qu'en fait, tu as quelqu'un en face qui respecte pas la loi et qui te le donne pas. C'est ça, en fait, la NRE. C'est exactement ça. Ou alors pour tes auditeurs, et s'il y a des gens d'un peu tatillons, la non-représentation d'enfants, il y a des jugements, mais actés aujourd'hui aux yeux de la loi, ça s'appelle la non-présentation d'enfants.
Moi, je l'ai bien déposé en tant que non-représentation d'enfants pour respecter cette fameuse NRE qu'on a tous vécu et qu'on continue malheureusement énormément tous à vivre. Après la NRE, Stéphane, ça les auditeurs, faut leur dire, parce que parler du handicap aujourd'hui, je vais vous parler du handicap de mon fils, ce petit trésor qui est né il y a 2 ans, mais aujourd'hui, je vis toujours ces non-représentations d'enfants, et parler du handicap, c'est aussi parler de cet enfant qui a rien demandé à personne et qui aujourd'hui se prend des non-représentations en pleine face du haut de ses 2 ans, et parce que lui non plus ne voit pas son frère, quoi. Voilà, donc la NRE, c'est pas uniquement un parent qui est privé de son enfant, c'est toute la famille de ce parent, c'est tout l'arbre généalogique c'est la moitié en fait des racines qui sont privées en fait de l'accès à l'enfant. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Oui, c'est ce qui occasionne que nous, dans nos familles, et c'est ça qu'il faut dire à tous les auditeurs et qu'on devrait placarder sur toutes les autoroutes. Bébé, aujourd'hui on s'aime et demain on se sépare. Mais c'est qui garde les gosses? Comment on s'organise? Cette question, si on se la posait plus souvent en couple, peut-être qu'on pourrait faire avancer un peu mieux le schmilblick. Parce que c'est la non-représentation d'enfants, c'est non pas, tu passes d'un jugement civil pas respecté à un jugement que tu demandes en correctionnel. Tu rentres dans un commissariat, tu es traité bien ou mal, ça reste un débat. C'est dur de faire prendre la plainte. Ils savent qu'elles sont tellement classées que c'est très très dur de prendre la plainte. Et de toute façon, c'est simple, les rares fois où ça aboutit, ça fait la une du journal tellement c'est exceptionnel. Regarde, moi, elle a été condamnée en correctionnel pour non-représentation d'enfants en 2019. Pour anecdote, moi, ça fait 2 semaines que j'ai un officier de police judiciaire à Paris qui me court après pour m'auditionner, soit ici. Enfin bref, je lui ai envoyé là les documents, comme je te le disais hors antenne. Je viens de lui faire un contradictoire comme si je passais devant le juge. Un peu de déformation professionnelle parce que 7 jugements où je me représente tout seul et j'obtiens à chaque fois ce que je demande. On a annulé un jugement en cours d'appel. On est en train de, j'ai un vrai palmarès judiciaire derrière moi. Et aujourd'hui, ça n'empêche pas du tout qu'après avoir été condamné en correctionnel et après avoir devait pendant 2 ans rendre compte à un contrôleur judiciaire, donc là j'ai pu exercer à toutes les vacances mon fils et partager plein de choses d'ailleurs sur ma chaîne YouTube où j'ai pu vous présenter mon enfant un peu. Et pour le coup là, depuis la naissance de Maë, où il n'y a plus de contrôleur judiciaire, en fait c'est totalement inexistant, quoi. Mais totalement, on vient de passer en jugement. Le juge maintient mon droit de visite et d'hébergement, la déboute d'une demande d'enquête sociale à mon domicile parce que je montre et je démontre que j'ai une rigueur, que je vis en famille, que les choses elles sont tellement bien faites que, Stéphane, tu es en procédure comme moi, pardon d'être un peu tordu comme ça, mais quand on a le droit d'avoir nos enfants en droit de visite et d'hébergement, c'est qu'on a résisté à toute leur coloscopie. Non, mais c'est vrai. Si j'avais un truc à me reprocher, crois-moi qu'avec tous les jugements que j'ai eus, il l'aurait trouvé bien plus qu'une coloscope. C'est vrai qu'il y a parfois certains regards très intimistes. Voilà, on va quand même le dire. Ouais, bon. Mais bon, c'est vrai que toi, Cédric Plessis, t'es quand même un guerrier, on va le dire. D'ailleurs, t'es un boxeur au départ. SOS Papa, tout ça, il t'avait mis à la sécurité à l'entrée, là, ce qui nous avait empêché, nous, d'ailleurs, de faire notre OPA pour essayer d'en prendre la direction à l'époque. Mais bon, passons. Nous ne t'en voulons pas. Nous ne t'en voulons pas. Allez, reste dessus. Allez, ne reste dessus. Moi, j'étais prêt à en découdre, moi. Mes opinions, mon ami. Non mais bon, c'était là. Mais on t'en veut pas du tout, c'est pas grave. De toute façon, on sait pas ce qu'on aurait fait après. Je sais même pas si c'était pas très sérieux, ça aurait jamais abouti, tout ça. Mais bon, voilà. Donc toi, tu es quelqu'un qui a monté une chaîne YouTube. On l'aura compris. Tu as mis les mains dans le cambouis pour tout ce qui est dans présentation d'enfants, pour ce qui est pension alimentaire. Donc vraiment, vous êtes étripé avec ton ex. C'est-à-dire que je me suis entouré, Stéphane, pardon de te couper, mais je me suis entouré de gens comme toi qui est venu parler sur ma chaîne YouTube et qui a toujours son droit à la parole sur la chaîne YouTube. Et avec grand plaisir. On a eu le président de l'association nationale SOS Papa qui viendra lundi en direct à nouveau de 20h à 21h parler avec nous. On a eu des avocats. On a une avocate là où on est en train de préparer un direct pour pouvoir justement offrir ça à notre communauté, des conseils d'un juriste sur ta procédure et ça en direct. On a fait un sondage pour connaître la journée, qui est plus facile et ainsi de suite, parce qu'aujourd'hui on est suivi par plus de 8000 personnes, que les vidéos c'est pas qu'elles font énormément de vues, mais elles font du temps de visionnage, donc ce qu'on dit intéresse. T'en as qui sont à plusieurs dizaines, centaines de milliers quand même, je crois. Oui, mais c'est parce que YouTube, en fait, moi je suis que sur YouTube, en fait je partage
pas, si ça arrive sur les réseaux sociaux, c'est que c'est les autres. Il y a que la pétition là où je suis un peu casse-pied sur les réseaux sociaux. Et pardon avec à tous les groupes Facebook qui entendront ça. Je suis désolé de vous importuner, et de vous salir au mur, mais voilà, enfin, je suis tout seul et crois-moi. Ce que je voulais dire, c'est ta chaîne YouTube et autres. Après, donc, tu as montré ton expérience, mais tu as surtout aidé beaucoup de monde et tu as fait beaucoup de témoignages. Et après, tu as aussi une partie privée. Bon, Cédric, on va le dire, tu as aussi fait du soutien et tu as aussi épaulé beaucoup de personnes dans ton cas. Ben carrément, mais on est encore là. Il y a quelques temps, on a une jeune demoiselle où elle me dit qu'est-ce que je peux faire pour dire merci. Je lui dis ben j'ai si on t'a aidé, ça fait trop plaisir. Envoie une photo quand t'auras ton enfant avec toi, parce que moi j'ai un petit côté point faible, tu vois. C'est que c'est pas une jeune fille ou pas ou qu'est-ce ou quoi, attention. Mais quand tu me parles d'éloignement géographique volontaire, tu sais, la non-représentation d'enfants, Stéphane, sérieusement, elle me touche au plus haut point de mon existence. J'ai tellement vécu, je la vis encore. Mais quand tu me parles d'éloignement géographique volontaire, tu me parles avec des mots que je comprends, que je vis, moi, depuis ma séparation. On va expliquer aux gens, c'est quand un des deux parents prend les enfants pour aller chez sa mère à l'autre bout du pays ou ailleurs, comme ça et tout, et qu'elle éloigne volontairement l'autre parent pour l'empêcher de voir les gosses. C'est ça un EGV, en fait. Voilà. Et tu sais que, après avoir fait beaucoup de recherches, et j'ai pas envie de salir ton contenu, mais tu sais que ça, c'est une des premières causes. Vraiment, l'éloignement géographique volontaire est une des premières causes des suicides chez les pères. Aucun chiffre n'a été porté, mais Jean, en tout cas, dans une des vidéos qu'on avait fait ensemble, nous disait qu'il y avait un docteur qui avait travaillé avec l'association nationale, que 3 papas par jour en France se suicideraient. J'ai dit se suicideraient parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel. C'est vraiment des enquêtes selon des médecins et ainsi de suite. On en a parlé, mais ça prend pas en compte ceux qui n'ont pas laissé de motivation, qui sont pris un platane. C'est vraiment ceux qui sont motivés. Avec des pincettes. On a 365 jours par an, tu multiplies par 3, 3 fois 3, 9, ça fait 150 morts par an. Non, 1500. Plus de 1000. On va dire plus de 1000. Pardon, 360 fois 3. Non, 3 par jour, ça fait 150 par an. 365, on va se taper l'air con, là. Il y a 365 jours par an, tu multiplies par 3 personnes par jour, ça fait 3 fois 365, ça fait 720, 730, ça fait 1080, ça fait 1100 personnes à peu près par an. À comparer à un féminicide tous les 3 jours, ça fait 120 par an. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, après, c'est pas. Bon, on n'est pas là pour comparer, on n'est pas là pour comparer. Non, et surtout pas. Et cette phrase-là, elle est complètement sortie de son contexte. Et moi, je te le dis franchement, sur les réseaux sociaux. Oui. Non, on compare rien du tout. Qu'on se comprenne bien, c'est que ni l'un ni l'autre ne devrait exister. Je suis d'accord. Et qu'aujourd'hui, on essaie juste de mettre l'accent sur un fait, parce que nous sommes des hommes, tout le monde te dira t'es un homme, tu te bats, non, je suis pas masculiniste, parce que moi j'ai plus peur que ma compagne quand mon bébé tombe par terre, parce que aujourd'hui nous les hommes, on n'est plus avec notre bleu de travail comme le dit mon vieil ami Jérôme, et avec notre moustache, et on n'est plus en train de nous mettre les pieds sous la table et gueuler. Nous on passe l'aspirateur, on va faire les courses comme encore tout à l'heure je le faisais, et on aide et on participe à la vie de la maison, parce qu'un homme qui a refait sa vie, c'est un homme qui a déjà vécu tout seul. Et les choses, elles sont... avant, on quittait nos mamans et on se mettait avec nos femmes. Je voulais aller... L'homme a évolué. Tout à fait. Je suis d'accord. Là, de toute façon, tu es dans ma ligne. Je voulais aller sur la seconde partie de l'émission, qui est le cœur du sujet aujourd'hui. Bon, tu connais mon point de vue, tu connais le point de vue de ceux qui étaient avec nous, d'ailleurs notamment dans la liste aux européennes, tout ça et autres. Bon, c'est aussi pour ça que j'ai pris une distance. C'est que SOS Papa, parce que j'avais globalisé. Moi, je pense que la position du père est attaquée parce qu'on attaque la position de la famille, on attaque la position de la parentalité. L'étape 2, c'est quand madame est isolée avec les enfants, les services sociaux arrivent et il y a beaucoup de problèmes de placement. Et moi, je pense qu'on a un problème non pas de SOS Papa, on a un problème de SOS Parents, on a un problème de défense de l'autorité parentale, on a un problème de parents. Et là, actuellement, toi, il se trouve que dans ton parcours de vie, tu as un enfant qui est handicapé, tu vas nous le dire, tu vas nous expliquer, et tu te rends compte que là aussi, être parent d'un enfant handicapé, lorsque l'État vient s'en mêler, c'est pas non plus facile. Tu sais, Stéphane, la meilleure personne qui te pourrait te parler du handicap, et ce que je vais te dire à toi, et tu vois, d'habitude, je voulais pas récupérer ce contenu et te le laisser, mais non, tu me l'enverras et je le partagerai sur ma chaîne YouTube. Parce que ce que je vais te dire là, je suis devant la maison. Oui. Et ce que je vais te dire là, il y a mon fils qui est à la maison avec ses sœurs, ils sont en train de m'attendre pour manger après. Et mon fils est là, et pour le coup, c'est la meilleure personne qui pourrait te parler de tout ça, c'est Jen. Jen, elle a vécu, elle a appris, ta compagne actuelle, oui.
qui est là depuis 6 ans, en fait. On a tout connu ensemble, on s'est mis ensemble, on s'est séparés, on s'est pris la tête. Cette procédure avec Nolan a été dure et tellement... c'est usant, c'est les procédures qu'on a, c'est difficile de se reconstruire familialement après. Regarde, pour contextualiser la conversation, regarde, c'est les mots que tu utilises, quand même. Là, pour le coup, je suis chez le dentiste parce que, tu sais, comme je le disais sur ma vidéo, je me lime les dents avec le stress et tout ça, parce que tout ça, c'est vraiment... Tu fais du bruxisme? Oh, laisse tomber, mais laisse tomber. Toutes les maladies liées au stress, je les ai. Mais toutes. Parce que je suis grave angoissé, parce que la journée tu peux te raisonner, mais dans la nuit, quand ton cerveau il est livré à lui-même, mais c'est le joyeux bordel là-dedans. Quand je dors, franchement, c'est le joyeux bordel, parce qu'il y a tout qui se mélange. Enfin, tu le vis autant que moi, de la frustration, tu la vis autant que moi. Tu sais ce que tu entends pas. Non, mais je crois que tu as une compagne formidable qui t'appuie beaucoup, puis qui t'aide beaucoup à vivre. Qui me casse les regarde, macho. En tout cas, masculiniste, ça va, espèce de masculiniste. Qu'est-ce qu'il a ton petit là, dis-nous. Alors Maë, il est né en difficulté respiratoire à 7 mois de grossesse. D'accord. Avant de parler de Maë, j'aimerais bien contextualiser la chose. Ouais, mais il nous reste 12 minutes. Il nous reste 12 minutes, donc vas-y. Alors, c'est parfait. Nous, on a appris la grossesse. Pendant la grossesse, on a appris que il était porteur de la trisomie 21. En France, on peut, avec l'IMG, je crois que c'est ça, médicalement assisté, ouais, c'est ça. Elle peut avorter jusqu'à son 9e mois, même jusqu'avant d'accoucher, elle aurait pu lui enlever la vie. C'est la mère qui décide de ça, c'est pas le père. Moi, au début, avec la procédure avec Nolan et connaissant la trisomie, j'étais pas chaud. Je vais pas te le dire honnêtement, j'étais pas chaud. Les médecins, il y en a aucun qui nous encourageait. Arrivé le moment où tu regardes ta compagne et elle te regarde et elle te dit, moi, je me vois pas accoucher d'un enfant mort. Parce que mettre fin à la vie de Maë, si on avait dû mettre fin à la vie de Maë dans le ventre de Jen, il fallait qu'elle accouche d'un enfant mort, parce que c'est ça la vérité. C'est comme ça qu'on fait un avortement. Et elle se voyait pas, son ventre était tellement gros déjà. Quand on l'a appris, il était tellement gros son ventre. Et elle me dit, moi je vais jusqu'au bout du truc, je comprends si tu viens pas et que tu le reconnais pas, je t'en voudrais pas. Et tu vois, quand elle dit des trucs comme ça, tu vois, Ah ouais, c'est vraiment des vraies réflexions de vie, ça. Ouais, là, c'est des vrais problèmes d'hommes. Et moi, à côté de ça, j'avais des non-représentations d'enfants avec Nolan et tout ça. Ouais, je comprends. Bon, là, maintenant, on commence à voir le généticien, tout ça. Là, le généticien, tellement, pour te dire que je suis humain et qu'elle est humaine à fond, le généticien, il lui fait des blagues en lui disant, vous cherchez pas, la trisomie, ça vient de papa. Parce que je suis complètement allumé, moi, dans ma tête. C'est gentil. Ouais, on est en train d'organiser qu'ils viennent manger un barbecue à la maison, pour te dire. Et en fait, Maë, on a fait tout plein d'analyses et Maë, c'est un des seuls dans toute l'Europe pour l'instant. On sait que c'est dans toute l'Europe et même maintenant aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites, parce que Maë, il est porteur de la trisomie 21, mais il a aussi un syndrome, le syndrome d'Alport, qui fait aussi que ça aussi c'est une cause maintenant d'interruption de grossesse volontaire, ça aussi. Donc Maë, il avait 2 trucs qui faisaient qu'on pouvait interrompre la grossesse. D'accord. Donc maintenant en fait il y a plein de gens qui s'intéressent de fou à Maë parce que il est porteur de la trisomie, parce qu'il a le syndrome d'Alport et que c'est un petit bébé qui est juste terrible. Il est né lui à 7 mois. Il est né en fait c'était une crevette. Il était tout petit mais vraiment tout minuscule. On a connu la couveuse, on a connu pendant que mon ex-compagne demandait un jugement de mise sous protection. Je rappelle que ça faisait 8 ans qu'on était séparés, elle et moi à l'époque, et que j'ai aucun contact avec elle si ce n'est que par mail pour organiser les vacances et l'arrivée de mon fils, c'est tout. Donc elle a quand même demandé un jugement de mise sous protection où elle a été déboutée de toutes ses demandes, qui a eu lieu le 26 décembre. Et nous on sortait le 1er décembre. Comme ça contextualise bien les choses. On a vécu 1 mois et demi en néonat. On a fait 1 mois entier dans les services de réanimation. Encore merci aux réanimateurs. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce que vous avez été bien accompagné durant toute cette gestion des prématurés? Non. Dans le ventre de Jen. Mais c'est Jen qu'il faut qu'elle parle. C'est pas moi.
Mais je te mets en contact et la prochaine fois, il faut vraiment que tu en fasses un avec elle. Mais de toute façon, là, on va parler de la difficulté. Enfin, il y a un sujet aussi de société qu'il faut qu'on aborde. C'est la difficulté qu'on a à élever un enfant handicapé. Tu vois, par rapport aux assistants sociaux, là, tout ça. Quand on a été super bien encadré. Je te parle dans le ventre de Jennifer. Quand Maë était dans le ventre de Jennifer, on était traités comme de la merde, comme des pestiférés, et personne comprenait que dans son corps, il y avait la vie, que nous, on allait devenir parents, et qu'on allait donner la vie à un enfant qu'on savait porteur d'un handicap. D'accord. Mais quand tu apprends ça, et que la maman, et ça c'est un dilemme dans tellement de têtes de femmes, que il va naître avec la trisomie, est-ce qu'il doit naître, est-ce qu'il va y avoir des difficultés, et ainsi de suite. Et en fait, on fait plein d'analyses, et en fait, tu te rends compte que on a eu raison d'aller jusqu'au bout. Son cœur, il a été testé et multiplement texté. Pour l'instant, il n'y a rien. Son cœur, il est comme celui d'un enfant dit lambda normal. Ses poumons, pareil. Sa vision, il devait porter des lunettes. On a quelques photos de lui avec des lunettes, mais il est pas chaud. Il commence aujourd'hui, il commence à se lever. Il commence à se déplacer en marchant. Papa, maman, il a 6 mois de retard sur un enfant dit normal, comme la trisomie le fait. Mais là aussi, il est né prématurément. Ça veut dire, lui, il est né à 7 mois. Donc Maë, c'est un bon prématuré. C'est pas un grand prématuré, mais c'est un bon prématuré. Donc là aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je peux te dire? Il a 2 ans. On est en train de mettre en place tous les trucs parce que l'année prochaine c'est l'école. On a peur parce que à ce qui paraît, c'est compliqué parce que là on est en plein dedans. Là, on est vraiment en plein dedans. Est-ce que tu as peur qu'on te le prenne, en fait, ton petit? Parce qu'on en a parlé, je sais que tu l'aimes. J'ai vu les vidéos YouTube, je sais que vous l'aimez, votre petit Maë, tout ça. Est-ce que tu as peur qu'on t'empêche d'être un parent avec lui aussi? Ça veut dire m'embrouiller un jour avec Jen, on se sépare. Non. Ça veut dire que l'école, les éducateurs vont commencer à dire que c'est trop difficile pour vous, c'est spécialisé. Est-ce que tu as peur que l'État, l'institution, t'empêche d'être un père avec ton petit Maë parce qu'il est handicapé? Non, du tout. Alors pas du tout. D'accord. Ah ouais, non, pas du tout. Et aujourd'hui, tu sais, on travaille. Maë voit tous les mois, toutes les semaines, il voit son orthophoniste. D'ailleurs, ce matin, j'étais chez un client et cet après-midi, j'y étais. Est-ce que j'essaie d'y aller au moins 1 fois par mois avec Jen? Déjà, pour elle, la soulager et que ça soit pas tout le temps rébarbatif pour elle. Je vais régulièrement chez le kiné parce que toutes les semaines, il y va aussi. D'accord. Donc, Jen, vraiment, elle a un vrai parcours, mais c'est celui, malheureusement, des parents qui portent ce handicap. Quand on parle de la trisomie 21, c'est bien de citer l'Institut Le Jeune qui gère la trisomie 21, qui répond à la trisomie 21 et qui, quand Maë était dans le ventre de Jen, Dieu merci, eux, ils sont rentrés dans notre vie, ils nous ont expliqué ce que c'était que la trisomie, ils nous ont dit qu'est-ce qu'on allait vivre. Enfin, c'est des gens qui trouvent des mots, qui te mettent des mots sur les choses et qui ils gèrent tes enfants du début à la fin. Nous, Maë, il a un suivi plus que. Il est hyper évolué pour l'âge qu'il a et le handicap qu'il a. Il vit avec ses grandes sœurs. Il a 3 grandes sœurs. Jen, elle a 3 filles. Donc, il vit avec ses grandes sœurs, 18, 16 et 7. D'accord. Et quand Nolan rentrera à nouveau dans sa vie, ce que je souhaite au plus vite, il aura un grand frère de 11 ans. Et pour le coup, tout est fait là aujourd'hui pour que Maë, il aille toutes les pièces dans sa vie pour obtenir la seule chose qu'il a vraiment besoin, c'est-à-dire l'accès à l'autonomie. Est-ce que tu trouves que l'accompagnement a été bien à l'hôpital des prématurés? Ah oui. Ah mais oui. Mais l'hôpital, moi je les cite, l'hôpital, ils sont classés niveau 4 à Caen. Le service de néonat à Caen, mais merci, mais je vous aime. À chaque fois qu'on passe à l'hôpital, c'est Maë, il est chiant parce qu'il c'est un petit bébé gros. Donc ça veut dire que quand parce que la trisomie, il a plein d'examens à faire, tu vois, parce qu'il est grave suivi et que nous, on n'a pas envie de rigoler avec ça, tu vois. C'est notre petit trésor, tu vois. Oui. Et pour le coup, on doit aller souvent en néonat parce que on peut pas le piquer ils n'arrivent pas, tu sais, les vampires là, à lui prendre son sang dans les services. C'est bête, je sais pas, sont bizarres. Donc à chaque fois on doit aller en néonat et on a vraiment plaisir à y retourner
il est traité. On avait reçu ici Catherine Vanier, qui avait travaillé en tant que psychanalyste, psychologue en service de prématurés, et qui est pour beaucoup d'ailleurs dans l'humanisation de la gestion des prématurés dans les hôpitaux français. Voilà, les prématurés, c'est pas que des machines, c'est aussi s'occuper des enfants. Ah ouais, non, c'est pas que des machines, parce que nous, on a vécu le 15 machines qui maintiennent ton enfant en vie. Oui. Et les gens, elles étaient toutes terribles avec nous. On a tissé des liens d'amitié avec les parents qui vivaient la même chose que nous. Et encore maintenant, hein, on a plaisir à se voir et à se faire côtoyer nos enfants. On est tous sortis, enfin, notre promotion, on va appeler ça, notre promotion, tous les gens qu'on se côtoyait à l'hôpital, enfin, ceux qui l'ont vécu comprendront, on est toujours tous en contact. Ils ont mis en place des salles parents, où tu peux, en tant que parent qui vit avec ton enfant à l'hôpital, tu peux participer, ramener ta bouffe et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment bien fait, hein, vraiment. Les services de néonat et en tout cas les services pour les prématurés, franchement, en tout cas nous à Caen, on n'a rien à dire, rien. On a été traité à la hauteur de l'humanité que notre pays donne. Ah non, les suivis orthophonistes, tout s'est mis en place très vite. Et parce que nous, on est demandeurs aussi et moteurs. Attention, quand t'as un parent qui traîne à la patte et qui fait n'importe quoi et qui a peur et qui, bien sûr, ça va pas aussi vite. Mais quand tout est fait et quand le parent il bouge ses fesses et quand en face de toi t'as les institutions qui disent oui, on a de la place et on peut le prendre et ainsi de suite, les choses elles se mettent en place très vite en fait. Tu sais, ça reste un échange. On peut dire oui, le pays c'est pas ou ça ci ou cela. Mais est-ce que toi t'es de bonne constitution aussi? Est-ce que tu mets les choses en place pour que ça se fasse, tu vois? Ouais. C'est facile de critiquer. Ouais. C'est un peu plus dur de travailler. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'ai bossé dans un IMC. Avoir un enfant trisomique, dis donc, vous êtes solides tous les deux quand même, surtout s'il y a d'autres enfants à côté. Sincèrement, c'est des rendez-vous. C'est des petits rendez-vous à droite, à gauche, et aujourd'hui, ils font partie de notre vie. D'accord. Tu vois, regarde, par exemple, cet après-midi, encore une fois, je vais avec Jen chez l'orthophoniste, et je la vois, elle est posée, elle arrive dans la salle d'attente, elle papote avec la maman qui est à droite, la maman qui est à gauche, parce qu'elles ont toute l'habitude de se voir là, et elle papote, et puis la dame, elle appelle mon fils par son prénom, tu vois. Enfin, ça se met en place, en fait, ça devient un rituel, tu vois. Tu te lèves le matin, t'emmènes tes enfants à l'école, tu vas les chercher à 4h30, nous, on a un rituel de plus, et quant à Maë, sincèrement, tu sais, j'ai eu un enfant avant. Stéphane, tu m'entends? Ouais, j'entends. J'ai eu un enfant avant et Jen, elle en a eu 3 avant. Et je peux te jurer que Jen et moi, on peut te dire la même chose. Et tous les parents d'enfants qui sont, en tout cas, je te parle pas de l'autisme, je peux pas en parler. C'est des handicaps qui sont lourds pour les parents. Moi, je te parle de la trisomie et de ce que je peux voir aujourd'hui. Il n'a que 2 ans. Dans 10 ans, j'aurai peut-être d'autres discours, je ne sais pas. Mais je te jure, comment il nous regarde. Je sais comment dans ses yeux, il te donne tellement d'amour, c'est câlin, tu sais, quand il pose sa tête contre toi, mais tu le sens que même dans ses discours, tu sais, quand il s'impatiente, papa, maman, tu vois, je te jure, non, franchement, on a énormément de reconnaissance. C'est pas nous les héros. Okay. Les héros, c'est ces petits loulous qui naissent avec un handicap, une différence, un chromosome de plus. Et franchement, juger des gens parce qu'ils ont quelque chose en plus, Cédric, franchement. Ouais. Cédric, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. À vous tous, je vous dis à la semaine prochaine. Cédric, raccroche pas, on se parle juste après. Et à la semaine prochaine pour À nous, Famille, Justice, Enfance. Au revoir tout le monde. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance.